Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Larry Johnson. Larry est un commentateur géopolitique américain et ancien analyste à la Central Intelligence Agency aux États-Unis. Larry, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Cela faisait un moment. Oui, eh bien merci. J'apprécie toujours l'occasion de discuter avec vous. Bien sûr. Commençons par la proposition de paix en 28 points, ou 20 points, des États-Unis à la Russie. Est-ce une avancée dans le processus de résolution du conflit en Ukraine ou une véritable tentative semée d'obstacles? Ou bien n'est-ce qu'un simple bluff? Je pense que c'est une proposition vouée à l'échec, pour ma part. Pour la simple raison qu'il s'agisse de la version à 28 points, il en circule au moins 2 variantes. Nous avons appris hier que, lors des discussions à Genève, on en est maintenant à 19 points. Nous ne savons toujours pas quels sont ces 19 points. Pourquoi le font-ils maintenant? Eh bien, pour la même raison que l'Occident a poussé à élaborer Minsk II en 2015, parce que l'Ukraine perdait sur le champ de bataille. En janvier 2015, l'Ukraine a subi une lourde défaite militaire lors d'une bataille appelée Debaltsevo, mais ce n'était qu'une seule bataille. Aujourd'hui, la Russie attaque l'Ukraine sur 7 à 8 axes d'avancée différents, le long de cette ligne de contact d'environ 1300 à 1400 km, qui s'étend du nord au sud. C'est donc une tentative paniquée de l'Occident pour essayer d'amener la Russie à arrêter son offensive. Le camp occidental se fonde sur de fausses hypothèses, que la Russie perd trop d'hommes, que son économie est en très mauvais état et qu'elle cherche une porte de sortie. La Russie ne cherche pas à s'en sortir. Elle est en train de gagner. Ainsi, la Russie est disposée à négocier la fin de la guerre. Mais l'une des choses dont on parle, c'est que la Russie s'arrêterait maintenant, même si Kherson et Zaporizhia font officiellement partie de la République fédérale de Russie. Ce sont comme des États au sein de cette République, et la Russie gèlera la ligne de contact. Il n'avancera plus, donc il laissera ces 2 territoires en question. Cela n'arrivera pas. Je veux dire, les gens qui poussent cette idée sont délirants. Si Poutine essayait d'accepter quelque chose comme ça, il serait renversé. L'armée, je pense, lancerait un coup d'État et le mettrait dehors. Ce serait fini pour lui. Je ne vois pas faire ça. Nous n'avons donc pas les détails, mais c'est une autre tentative pour essayer d'amener les Russes à s'arrêter avant qu'ils ne battent complètement l'Ukraine. Et pour faire gagner du temps à l'Occident, afin qu'ils puissent reconstruire l'armée ukrainienne, la réarmer, la rééquiper, parce qu'ils vont revenir. Ils vont finalement attaquer la Russie à nouveau et chercher à la détruire. C'est pourquoi je pense que tout cela n'est qu'un exercice dénué de sens. Vous avez mentionné l'Occident. Je me demande, voyez-vous une utilité à faire une distinction entre les États-Unis et l'Europe? D'après certains reportages médiatiques, il semble, ou du moins beaucoup ont cette impression, que l'Union européenne est absolument déterminée à saboter autant qu'elle le peut, tandis que l'administration Trump semble compter des personnes aux opinions partagées. Est-ce une distinction utile ou pensez-vous que non, et que les États-Unis ne sont pas un médiateur honnête? Et si vous pouviez aussi dire quelques mots sur votre visite en Russie, comment les gens là-bas perçoivent-ils les États-Unis et l'Occident? Considèrent-ils les États-Unis comme un médiateur honnête?
Je dirais non. Les États-Unis ne sont pas du tout un médiateur honnête. Les États-Unis sont le principal protagoniste dans cette affaire. Cette guerre n'aurait pas duré aussi longtemps sans le soutien direct des États-Unis, financier en matière de renseignement et militaire. Ainsi, les États-Unis, en tant que puissance nucléaire, sont un acteur que Vladimir Poutine et son équipe de sécurité nationale veulent traiter avec prudence. Ils ne veulent pas provoquer une confrontation qui pourrait s'intensifier et devenir incontrôlable. Ils préféraient avoir établi des relations normales avec les États-Unis, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Je veux dire, c'était, tu sais, avant ta naissance, à l'époque des bons vieux jours ou des mauvais vieux jours, quand l'Union soviétique était perçue comme cette puissance communiste internationale, déterminée à conquérir le monde. C'était la compétition ultime entre le capitalisme et le communisme. Pourtant, nous discutions. En fait, les États-Unis et l'Union soviétique ont négocié des accords de contrôle des armements. À l'époque, cela s'appelait SALT, le traité sur la limitation des armes stratégiques. Il a ensuite été remplacé par START. Ils ont également négocié le traité sur les missiles antibalistiques, puis plus tard le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Donc quand c'était les soviétiques, nous parlions. Ils avaient des relations diplomatiques, tu vois, pas comme aujourd'hui. D'accord. Je veux dire, la relation entre les États-Unis et la Russie est au mieux froide, glaciale. Ce n'est pas du tout une relation chaleureuse. Il est toujours impossible de prendre un vol direct entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis n'ont toujours pas nommé d'ambassadeur de premier plan en Russie. Je crois qu'ils ont encore le chef de mission adjoint, le chargé d'affaires, qui gère les affaires. Et vous savez, les États-Unis ont illégalement saisi une propriété russe, un lieu de villégiature en périphérie de Washington. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que les États-Unis pourraient faire pour tenter d'apaiser les tensions, et ils ne le font pas. Vous savez, Witkoff a parlé avec Kirill Dmitriev. Dmitriev a beaucoup d'expérience aux États-Unis, mais malgré tout, tout ce qu'il peut faire, c'est transmettre des suggestions au gouvernement russe. Ce n'est absolument pas un décideur autonome. Et vous savez, je pense que la position russe sur un certain nombre de questions a été exposée très clairement. Je suis curieux de voir ce que cet accord conclu à Genève signifie réellement. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que les Ukrainiens accepteraient et qui serait acceptable pour la Russie. Je ne le vois tout simplement pas. Maintenant, je serais heureux d'avoir tort. Mais les exigences de la Russie sont assez claires, n'est-ce pas? Vous savez, à ce stade, la Crimée, Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporizhia, c'est du territoire russe. L'Ukraine doit se retirer de tout le territoire russe. Point final. Pas de retrait partiel, un retrait total. Retirer toute présence de l'OTAN en Ukraine. Dehors. Et vous savez, il faut arrêter. La CIA devra mettre fin à ces opérations. Mais voyez-vous, cela va au-delà de l'Ukraine. Quand on descend dans le Caucase, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, puis dans les différents stans, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, les États-Unis continuent de mener des opérations de renseignement pour subvertir ces pays, pour les utiliser contre la Russie. L'objectif est de détruire la Russie. Je ne saurais trop insister là-dessus. Les États-Unis ne sont pas une puissance amie à l'égard de la Russie. Ils ne le sont tout simplement pas. Et l'OTAN est censé poursuivre ses activités en Pologne et dans d'autres régions d'Europe de l'Est. Et maintenant, les pays nordiques ont également rejoint l'OTAN. Oui, eh bien, vous avez vu donc, le délégué ukrainien à la Rada a publié ou divulgué une version du plan
en 28 points. Et puis il a été rapporté hier ou avant-hier dimanche que la version européenne et la version rapportée par l'Ukraine indiquaient que l'Ukraine aurait droit à une armée de 600 000 hommes. Et les Européens ont dit non, 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 800 000. Quel stupéfiant. Quelle drogue illégale ces gens fument-ils ou consomment-ils? Au début de l'opération militaire spéciale, en février 2022, je crois que la taille totale des forces terrestres ukrainiennes était d'environ 300 000, 280 000, quelque chose comme ça. Oui, vérifiez pour voir. Mais si je me souviens bien, ce n'était pas le cas. Et puis, lorsque vous faites appel aux réservistes, oui, vous pouvez atteindre un total d'environ 900 000 hommes. Maintenant, ils veulent une armée de 600 000 hommes. Ce serait plus grand que les armées de l'Allemagne, de la France et de l'Angleterre réunies. En mars 2022, lorsque l'Ukraine et la Russie avaient conclu un accord provisoire pour négocier la fin de la guerre, qui aurait laissé Louhansk et Donetsk sous contrôle ukrainien, mais avec une protection spéciale pour la population russophone. Ils avaient convenu de réduire l'armée ukrainienne à 85 000 hommes. Il n'y a donc aucune chance que la Russie accepte et dise « Oh oui, bien sûr, nous laisserons l'Ukraine garder une armée de 600 000 ou 800 000 hommes. » Ça n'arrivera pas. Et ce chiffre, je pense, est très important, parce que lorsque je lisais ces points, j'ai regardé cette clause du genre « l'armée devrait être réduite à 600 000 ». J'étais là, 600 000? Je veux dire, l'Inde en a environ 1,2 million, et l'Inde compte 1,45 milliard d'habitants. Je veux dire, l'Ukraine a 40 millions d'habitants. Non, non, non. Excusez-moi, je dois vous corriger. Ils avaient 43 millions autrefois, mais maintenant ils sont tombés à 19 millions. C'est la moitié de ce que c'était auparavant. Il y a eu un énorme effondrement démographique, comme on l'appelle, en Ukraine. Et je suis content que tu m'aies corrigé sur les derniers chiffres. Je savais qu'il y avait cet effondrement démographique, mais oui, pour revenir au sujet, 600 000 sur 20 millions de personnes, c'est stupéfiant. Et l'Inde et la Chine, ce sont les pays les plus peuplés, avec certaines des plus grandes armées. Et l'Ukraine en a la moitié. C'est tout simplement inimaginable. Oui, mais en gros, en se basant sur la population actuelle, cela reviendrait à environ 5% de la population totale servant dans l'armée. C'est un chiffre incroyable. Vous savez, j'ai obtenu mes données sur la population lors d'une conversation à Moscou avec l'ancien Premier ministre d'Ukraine. Azarov, c'est son nom. Et M. Azarov a dit que lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, l'Ukraine comptait environ 52 ou 53 millions d'habitants. Puis, lorsqu'il est entré en fonction en 2010, ce chiffre était tombé à environ 43 millions. Mais il a dit qu'aujourd'hui, il est de 19 millions. Sur ces 19 millions, ou à partir des 43 millions précédents, environ 2 millions sont des pertes au combat. Ils sont soit morts, soit blessés, et incapables de retourner se battre. 2 millions. C'est un chiffre énorme, vraiment énorme. Donc encore une fois, toute cette négociation a été motivée par le fait que l'Ukraine est en train de perdre sur le champ de bataille et que l'Occident essaie de la sauver. Et je soupçonne que l'objection russe ne se limite pas au nombre de combattants. Elle devrait également inclure les missiles balistiques et tous les autres systèmes d'armes que l'Occident propose à l'Ukraine. Je veux dire, la proposition elle-même ne mentionne aucun de ces éléments en détail, du moins pas dans les parties divulguées que j'ai lues. Eh bien, l'Occident n'a pas grand-chose à offrir. Soyons francs. La production combinée d'obus d'artillerie n'égale même pas celle de la Russie.
Ils ne peuvent pas suivre sur ce plan. Il a parlé de la possibilité d'utiliser, eh bien, vous savez ce qu'ils appellent des missiles à longue portée. Ce ne sont pas des missiles à longue portée, ce sont des missiles à portée intermédiaire. Et ils pourraient potentiellement utiliser le Taurus. Ce qui inquiète, c'est que si l'on introduit le missile de croisière Tomahawk, celui-ci peut transporter une ogive nucléaire, ce dont les planificateurs russes doivent alors tenir compte. Ainsi, tout missile lancé depuis l'Europe, ou fourni par l'Europe, ferait de ces pays une cible. Donc vous savez, nous entrons dans la phase finale de la guerre en Ukraine. Certains croient à tort qu'ils peuvent continuer ainsi encore quelques années. Non, ce ne sera pas le cas. Ce qui a changé, c'est la croissance des forces terrestres en Russie. Le nombre de soldats présents sur le terrain en Ukraine dépasse désormais les 700 000. Les forces terrestres totales de l'armée russe s'élèvent actuellement à environ 1,5 million. Comparez cela aux États-Unis. L'armée américaine compte environ 470 000 à 450 000 soldats au total. Et même si l'on ajoute 80 000 ou 90 000 membres du corps des marines, on atteint à peine un peu plus d'un demi-million. Vous savez, c'est un tiers de la taille de ce que la Russie a formé et déployé, et l'Ukraine n'a pas les moyens d'égaler la Russie sur aucun de ces points. Ensuite, lorsqu'on aborde les différents systèmes d'armes, l'Occident est tout simplement dépassé, surclassé. La Russie dispose de 4 variantes de missiles hypersoniques capables de dépasser Mach 6 et de manœuvrer. Les États-Unis et l'Europe n'en ont pas un seul, pas un. Il y a le missile Kinzhal que la Russie a développé, et maintenant un nouveau missile de croisière à portée illimitée, le Burevestnik. C'est donc un tableau militaire bien sombre pour l'Occident et pour l'Ukraine. L'un des chiffres que vous venez de mentionner était de 450 000 membres du personnel armé pour les États-Unis. Et je viens de réaliser quelle est la taille de la bureaucratie militaire américaine. Parce que si l'on regarde sur Wikipédia, les chiffres tournent autour de 2,3 ou 2,4 millions. Donc je suppose que cela signifie que des millions de personnes font partie de la bureaucratie militaire, n'est-ce pas? Oui. Si tu regardes les civils employés dans le cadre de tout ça, si tu sépares les forces terrestres, puis que tu ajoutes la marine et l'armée de l'air, je pense qu'une fois que tu compiles tout ça, tu arrives peut-être à environ 1,2 million. Et cela sans compter les réservistes. Mais quand on commence à parler de mobiliser les réservistes, je pense que les États-Unis pourraient avoir jusqu'à 2 millions de réservistes potentiels. La Russie en a 30 millions. Grosse différence. Et c'est pour ça que certains pensent que ce n'est qu'un terme anodin, opération militaire spéciale. Cela ne veut vraiment rien dire, mais en même temps, ça veut dire énormément. Ce que ça signifie, c'est que la Russie n'a pas pris la décision de se mobiliser complètement. Parce que s'il y avait une guerre, elle se mobiliserait, ce qui veut dire qu'elle rappellerait des millions de réservistes et que la société serait mobilisée pour la guerre. Ce n'est pas le cas. En ce moment, on peut se déplacer à Moscou ou à Saint-Pétersbourg ou vraiment dans n'importe quelle ville et on ne saurait pas qu'il y a une guerre en cours, à moins d'aller dans la région du Donbass. Et il n'y a aucune pression politique sur Poutine pour qu'il mette rapidement fin à la guerre. Je ne l'ai pas constaté et j'ai parlé au Parti unifié, qui est le parti de Poutine. Ils contrôlent environ 90% du Parlement, la Douma. Mais j'ai aussi parlé avec 5 dirigeants du Parti communiste, en commençant par le chef Gennady Zyuganov. Et là encore, il ne s'agit pas pour mettre fin à la guerre.
J'ai également parlé avec des membres d'un autre parti de gauche, Vérité quelque chose, et là encore, ils ne réclament pas non plus la fin du conflit. Donc vous savez, Poutine ne subit pas de pression politique. Il ne subit pas de pression économique pour mettre fin à la guerre, et il ne subit certainement pas de pression militaire. Ce sont les faux espoirs de l'Occident. Ils pensent avoir acculé Poutine dans un coin, mais ce n'est pas le cas. Je veux simplement revenir sur un point très important que vous avez soulevé, à savoir que les États-Unis continuent de s'étendre, encerclant la Russie dans le Caucase du Sud, ce que les médias traditionnels décrivent souvent comme une réduction de l'influence russe en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie. Et comme je l'ai mentionné, c'est la même histoire dans les régions nordiques et d'Europe de l'Est. Compte tenu de cette réalité, comment devons-nous comprendre cette vision plus large de la proposition de paix? S'agit-il d'une sorte de sortie honorable maintenant que l'OTAN a perdu cette guerre? Est-ce simplement une manière de gagner du temps? Est-ce encore un bluff? Comment donner du sens à ce plan de paix? Parce qu'une partie du reportage du New York Times, et ils ne sont évidemment pas très transparents, indique qu'ils ont parlé à 40 ou 50 responsables, et ainsi de suite. Ils affirment que Trump est frustré de ne pas avoir conclu d'accord. Il a convoqué les Utqaf, les Kushner et Rubius, et il y a eu ces réunions secrètes à Miami où Kirill Dmitriev était présent. Cela a été suivi par Rustem Umerov, venu d'Ukraine, qui était le conseiller à la sécurité nationale. Alors, comment devons-nous comprendre ces développements? Est-ce simplement du théâtre ou, compte tenu du contexte plus large que vous venez de décrire, le fait que les États-Unis ne sont pas prêts à se retirer? La Russie le sait-elle? Non, je pense que c'est en grande partie du théâtre. La position des États-Unis repose encore sur un certain nombre de fausses hypothèses, de fausses croyances à propos de la Russie. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent croit sincèrement que l'économie russe est en réelle difficulté, qu'ils ne peuvent pas poursuivre cette guerre encore longtemps, ou qu'ils vont s'effondrer. Il le croit vraiment. Et je suis ici pour dire que c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Les Russes, eux, ne le croient certainement pas et ne le ressentent pas ainsi. Mais les États-Unis agissent sur cette hypothèse. Ils pensent vraiment avoir placé la Russie dans une position où l'Occident peut lui dicter ses conditions. Et si la Russie n'accepte pas notre plan de paix, nous allons la frapper avec des sanctions. La Russie s'en moque. C'est ce que l'Occident ne parvient pas à comprendre. L'une des voix les plus influentes en Russie sur le plan politique est celle de Sergueï Karaganov, et j'ai eu la chance de passer 3 jours avec M. Karaganov dans différents contextes. Il défend depuis longtemps l'idée que l'avenir de la Russie se trouve à l'Est, en Asie, en Eurasie, en Sibérie. Il ne se trouve pas en Europe. Par le passé, il existait au sein du gouvernement russe et de la société russe des voix importantes qui souhaitaient entretenir des relations étroites avec l'Europe. Mais maintenant, il faut prendre du recul et se demander pourquoi. Pourquoi entretenir une quelconque relation avec l'Europe? Il n'y a rien en Europe dont la Russie ait besoin. Quel avantage la Russie aurait-elle à entretenir une relation avec l'Europe, si ce n'est que cela pourrait être un marché pour vendre son pétrole et son gaz? Mais nous avons déjà vu que les Européens ont déclaré vouloir rompre tous les liens avec la Russie. Vous savez, pour quiconque a déjà été dans une relation amoureuse toxique, si vous avez eu un petit ami ou une petite amie toxique, il arrive un moment où vous réalisez qu'il faut se séparer, s'éloigner d'eux, parce qu'ils sont mauvais pour votre santé. Ils sont potentiellement dangereux, ils sont fous,
Eh bien, c'est franchement ainsi que la Russie a commencé à percevoir l'Europe, comme un ancien partenaire toxique, quelqu'un avec qui il n'y a plus de base de confiance pour poursuivre une relation. Donc, je ne doute pas que M. Witkoff croit sincèrement travailler sur une proposition de paix sérieuse. Mais, vous savez, l'État profond a d'autres objectifs en tête. Il s'agit simplement de gagner du temps, d'amener la Russie à arrêter l'offensive, d'empêcher la Russie de vaincre militairement l'Ukraine, d'éviter l'humiliation de l'OTAN, et de gagner du temps pour qu'ils puissent se reconstruire et tout recommencer. Ils ne vont pas disparaître. Je ne saurais trop insister là-dessus. Je crois qu'il y a eu un article d'opinion dans le Moscow Times ou ailleurs avec un titre du genre « L'Occident ne comprend pas que la Russie n'a pas besoin d'un incitatif économique pour que cette guerre prenne fin. Ce que la Russie veut, c'est une solution politique. Et c'est en partie ce que vous dites. Car lorsque nous pensons pouvoir utiliser les sanctions comme un outil de coercition pour amener la Russie à accepter ce qu'elle ne veut pas ou lui offrir la tentation des investissements et du commerce, je pense que ça passe à côté de l'essentiel. Selon vous, quelle est la différence entre les États-Unis et l'Europe concernant leur stratégie vis-à-vis de la Russie? Est-ce simplement une question de savoir quel contribuable subventionnera le complexe militaro-industriel américain? Est-ce seulement cela ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Non, je pense que c'est, eh bien, au moins distinguons entre les dirigeants en Europe et la population, le peuple. Je pense que la majorité des gens, qu'il s'agisse du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas ou de l'Espagne, toutes ces populations sont généralement opposées à un conflit avec la Russie. Elles voudraient en général voir au moins des relations normales. Ce sont les dirigeants qui poussent au conflit. Et l'un des éléments, j'en suis sûr, est financier, ils en tirent profit. Prenez Kaja Kallas, par exemple, de l'Estonie. Au moins 38 milliards de dollars, et je pense que le chiffre réel se rapproche plutôt de 48 milliards. Pas des millions, mais bien des milliards avec un B, ont été détournés des 360 milliards de dollars d'aide que l'Ukraine a reçus au cours des 46 derniers mois. Cet argent a transité par des banques dans les pays baltes, en Estonie, puis en est sorti pour être déposé sur des comptes bancaires offshore, certains dans les Caraïbes. Une partie de cet argent a fini dans les poches de membres du Congrès américain, sénateurs et représentants. Il a également atteint des politiciens et des dirigeants politiques en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Il y a donc eu, en réalité, une incitation financière à prolonger cette guerre, avant tout. Je pense que deuxièmement, les dirigeants européens veulent trouver un moyen de garder les États-Unis accrochés, de sorte que les États-Unis doivent rester en Europe. Car tant que les États-Unis sont présents, l'Europe peut en gros profiter des dépenses de défense américaines. Même s'ils s'engagent à consacrer 5% de leur PIB, la plupart ne sont absolument pas en mesure de le faire. Donc vous voyez, je pense que ce sont là les deux priorités principales. Ils ont créé ce mythe selon lequel la Russie serait une puissance impériale agressive désireuse de conquérir l'Europe. La Russie veut simplement qu'on la laisse tranquille et souhaiterait que les Européens se tiennent à l'écart. Et selon vous, quelle est la plus grande implication de la défaite de l'OTAN en Ukraine? Je pose la question parce qu'il existe un contexte plus large dans lequel l'Occident subit plusieurs défaites. De toute évidence, les guerres tarifaires que les États-Unis se sont imposées contre la Chine ont tourné au désastre. Même la presse grand public affirme que les États-Unis ont perdu lourdement. Toute leur façade liée à l'empire sioniste a été percée à jour en raison du caractère diffusé en direct de ce génocide.
Et puis, il y a la stagnation et le déclin économique, tant aux États-Unis qu'en Occident. Alors, quelle est la plus grande implication de cette défaite pour l'avenir de l'Empire occidental? Eh bien, il n'y a aucune raison pour que l'OTAN existe. L'OTAN repose sur un mensonge, sur une complète absurdité. Et cette absurdité, c'est que la Russie serait un empire agressif, avide de conquérir le monde et de prendre le contrôle de l'Europe. C'est tout simplement faux. La véritable raison pour laquelle l'OTAN existe, et la raison pour laquelle les États-Unis ont constamment refusé de laisser la Russie en faire partie, c'est que bon sang, il nous faut une menace russe et une menace chinoise pour justifier un budget de défense de plus d'1 trillion de dollars. Parce qu'il faut bien avoir un ennemi. Et cette guerre contre le terrorisme, ce n'est pas un ennemi suffisant pour justifier de dépenser des centaines de milliards de dollars dans du matériel militaire inutile, des avions qui ne fonctionnent pas et des navires qui ne sont plus pertinents ou qui sont vulnérables. Mais bon sang, il nous faut bien une raison pour tout cela. C'est la seule raison d'être de l'OTAN, maintenir la façade, le mensonge selon lequel la Russie représente une menace. Vous savez, c'est nous qui avons propagé ce mensonge. Il a été entretenu même après la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la Grande Guerre patriotique, quand on disait toujours « Oh, les Soviétiques vont déferler par la trouée de Fulda en Allemagne et prendre le contrôle de l'Europe. » La Russie n'a jamais eu la moindre intention de faire cela. C'était simplement un mensonge fabriqué par l'Occident. Et pensez-vous que les élites subiraient la pression de la population aux États-Unis? À travers tout le spectre politique, il existe beaucoup de ressentiments à propos de la corruption au sein du complexe militaro-industriel, à propos des relations, de la manière dont l'argent des contribuables finit dans les poches de 4 ou 5 entrepreneurs de la défense, de la façon dont la bureaucratie engloutit tant d'argent en commission, et ainsi de suite. Donc, étant donné ce profond ressentiment au sein de la population qui traverse tout le spectre politique, pensez-vous que cela pourrait avoir un quelconque impact sur la machine de guerre? Oui, au final, ça va s'essouffler. Donald Trump s'est vraiment gravement nui à lui-même auprès de sa base. Ils ont voté, pensait-il, pour quelqu'un qui allait nettoyer la corruption à Washington. Au lieu de cela, Trump n'est qu'un autre porc à l'auge. Il s'est mis en ligne pour se nourrir, lui et sa famille, avec leurs affaires de crypto-monnaie, et il n'a pas tenu ses promesses de mettre fin à la guerre en Ukraine, de mettre fin aux guerres. Au contraire, il s'agite pour en déclencher de nouvelles. Il a déjà mené une attaque contre l'Iran. Il a menacé de lancer un vaste déploiement au large du Venezuela. Il a autorisé le meurtre de pêcheurs non armés, prétendant qu'ils étaient des trafiquants de drogue. Tout cela n'est qu'un mensonge. Mais jusqu'à présent, ce que nous avons vu, c'est la corruption endémique à Washington. Cela a engendré, à ce stade, une frustration chez l'électeur moyen qui les a aliénés, au point qu'ils disent « Eh bien, nous n'allons tout simplement plus voter ». Une dernière question. Compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine, que devraient retenir les habitants de Taïwan? Je pose la question parce qu'il y a eu une escalade massive autour du détroit de Taïwan. Les Chinois sont très clairs sur le fait que la guerre civile doit se terminer, mais selon les conditions d'une seule Chine. Et toute l'escalade japonaise, à l'instigation des États-Unis, ou la pression américaine pour faire de Taïwan un État indépendant, ne sera pas tolérée par la RPC. Quelles leçons les habitants de Taïwan, ou plutôt la direction taïwanaise, en particulier le DPP, doivent-ils en tirer? Quelles leçons peut-on dégager à la lumière de ce que nous avons vu en Ukraine? Ne faites pas confiance à l'Occident.
Don't trust the West. Don't trust the United States. Don't believe in the promises. Ne faites pas confiance aux États-Unis. Ne croyez pas leurs promesses. Ils ne les tiennent jamais, vous savez. Quand vous entendez l'expression « Hey, on te soutient », je me méfierais de ce qu'ils font dans mon dos. Les États-Unis ont pris un engagement il y a 53 ans envers la Chine. Reconnaître qu'il n'y a qu'une seule Chine et que Taïwan n'est pas un pays séparé et indépendant, qu'il fait partie de la Chine. Maintenant, nous faisons comme si nous n'avions jamais conclu cet accord. Eh bien, nous l'avons bel et bien conclu, et la Chine va insister pour qu'il soit respecté. Je ne vois pas la Chine recourir à la force militaire pour reprendre Taïwan. Elle n'en aura pas besoin. Grâce à sa puissance économique, elle reprendra Taïwan. C'est ce que je vois. Ce que nous voyons ici, encore une fois, c'est un nouvel effort de l'Occident pour subvertir et contrôler l'ordre international. Le soi-disant ordre international fondé sur des règles. C'est nous qui faisons les règles, et tout le monde doit les suivre. Et nous pouvons les changer quand bon nous semble. Donc en ce moment, nous disons « Oh, la Russie ne devrait pas être récompensée pour avoir violé les frontières de l'Ukraine. » Mais pendant ce temps, eh bien, nous passons du bon temps en Syrie, en faisant venir de véritables extrémistes qui décapitent des gens pour les mettre à la tête du pays. Aucun problème là-bas. La même chose s'est produite en Irak, pareil en Afghanistan. Donc vous voyez, l'Occident, nous inventons les règles. Quand cela nous arrange, nous le faisons. Quand cela ne nous arrange pas, nous nous y opposons. L'hypocrisie est tout simplement stupéfiante. Une dernière question que j'ai en fait oubliée. Bien sûr, Keir Starmer et d'autres essayent de faire chanter la Russie avec ses avoirs gelés, Macron y compris, qui affirment que c'est à l'Europe de décider comment les utiliser. Mais même le plan de Trump prévoit qu'une partie de ces avoirs gelés, enfin en réalité volés, je veux dire gelés, n'est qu'un euphémisme, oui, mais qu'une partie de ces avoirs volés serait utilisée pour reconstruire l'Ukraine. Nous n'avons pas encore vu la réaction de la Russie, car il n'y a pas eu de réponse officielle au plan. Mais selon vous, quelle serait la réaction de la Russie face à ce type d'utilisation d'avoirs volés pour reconstruire l'Ukraine? Eh bien, en fait, je pense qu'ils ont répondu l'autre jour. Je n'ai pas la source exacte à citer pour le moment, mais d'après ce que j'ai compris, les Russes ont dit « Très bien, nous avons identifié plus de 300 milliards de dollars d'actifs appartenant à des entreprises étrangères ici en Russie. Vous saisissez les nôtres, nous saisirons les vôtres. » C'est aussi simple que ça. Oui, le plan de Trump, sur le papier, dit que vous allez immédiatement prendre 100 milliards des 300 milliards d'actifs russes et les dépenser pour reconstruire l'Ukraine, puis que les États-Unis et la Russie investiraient conjointement les 200 milliards restants. La Russie n'acceptera pas cela. C'est notre argent, diront-ils. Pas votre argent, notre argent. Donc, soit vous le rendez et nous laisserons tous ces autres actifs ici, en Russie tranquille, soit, si vous les saisissez, nous saisirons ceux-ci et nous nous paierons avec ces actifs. La Russie ne se laissera pas intimider. L'Occident confond la patience avec la faiblesse, et les Russes ne sont pas faibles. Nous allons nous arrêter là, Larry. C'était une conversation intéressante, comme toujours, et cela faisait un moment. Merci beaucoup pour votre temps, et j'espère vous revoir bientôt. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause.
Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.